CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Déjà 16h37, nous avons avec nous en visuel la professeure Miloud Chenoufi, qui est professeur de sciences politiques, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, également professeur des relations internationales et des études supérieures au Collège des forces canadiennes. Bon après-midi, professeur Chenoufi. Bonjour à vous. Ça va bien, professeur? Ça va, je vous remercie. J'espère que vous aussi. Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, professeur. Mais je viens d'apprendre, je ne sais pas si vous avez cette dernière nouvelle, professeur, violence à Amsterdam. Oui. Des attaques antisémites suite à un match. Oui. Alors là, ça va mal. Quand on dit, pour ceux qui ne le savent pas, ben, l'équipe, on appelle ça l'équipe israélienne, je ne connais pas le nom de l'équipe, qui a atterri vendredi à Tel Aviv au lendemain de violences en marge d'un match de soccer entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Alors, entre ça, on ne peut pas dire c'est des gens, des partisans de Amsterdam, mais on sait qui ont fait la violence, mais on sait qu'ils s'en sont pris surtout à l'équipe de Tel Aviv. Et les autorités ont parlé, les autorités israéliennes ont parlé surtout de l'antisémitisme, et tout le monde, et le monde entier a été alerté sur la question. Et on constate effectivement qu'il y a de plus en plus d'antisémitisme dans le monde. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette affaire. La première est que, quel que soit le caractère juste d'une cause, la violence contre des non-combattants directs est inacceptable du point de vue moral et inefficace du point de vue stratégique. Donc, si cela a été fait pour disons, favoriser la cause palestinienne qui, encore une fois, il faut toujours le dire, une cause juste d'un peuple qui lutte pour sa dignité, eh bien, c'est raté. Parce que, tout simplement, toute forme de violence en la matière a l'effet exactement contraire, d'autant plus que le gouvernement israélien et ceux qui le soutiennent, y compris le gouvernement hollandais, allaient sauter sur l'occasion pour présenter la chose comme étant des attaques antisémites, avec bien entendu comme sous-entendu le retour aux années 30, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc le premier point, c'est que la violence qui est mal placée n'est bonne ni moralement ni stratégiquement. Le deuxième point que je souhaiterais dire à ce propos, c'est que les conflits au Moyen-Orient, on le sait aujourd'hui avec certitude, c'est un fait, ne respectent pas les frontières. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse le pourrissement d'une situation au Moyen-Orient, ça finit par avoir des ondes de choc ailleurs, et c'est un peu ce que nous voyons. Bien entendu, cette onde de choc peut être positive, et on l'a vu à travers le mouvement de solidarité avec les Palestiniens, y compris dans les stades de football, un peu partout en Europe, et ça peut avoir une onde de choc plutôt négative, comme ce que nous avons vu se produire à Amsterdam. Alors, bien entendu, c'est une sonnette d'alarme pour dire que tant et aussi longtemps qu'on ne met pas un terme au conflit israélo-palestinien, il faut s'attendre à ce que le pourrissement jaillisse ailleurs, dans les pays arabes, mais également ailleurs. C'est la raison pour laquelle la stabilité
une solution juste à ce conflit et dans l'intérêt de tout le monde. Le troisième élément que je souhaiterais dire, c'est que comme vous le savez, les équipes de sport israéliennes jouent dans les compétitions européennes parce qu'elles ne peuvent pas jouer dans la région à cause du conflit. Et l'équipe de football dont on parle, elle est connue pour avoir des supporters qui ne sont pas des enfants de cœur non plus. Dans les matchs qui se produisent en Israël, ils sont cette équipe en particulier. Leurs supporters sont connus pour leurs chants, notamment Mort aux Arabes. C'est-à-dire que la politique dans les stades israéliens, elle est très, très extrémiste à l'égard des Palestiniens. Encore une fois, ça ne justifie pas ce qui s'est produit, mais ça nous permet de comprendre ce qui se produit au-delà de la récupération politique à laquelle nous assistons. Mais plusieurs l'ont dit, et même Joe Biden, et même le président désigné élu pour les États-Unis, je parle de Donald Trump, qui ont dit que ce comportement dans cette guerre d'Israël va finir par se retourner contre Israël. Il y a quelqu'un même qui a dit que Israël a perdu la bataille dans l'information. Hein. Et effectivement, ce qui passe et ce qui reste, c'est que Israël semble prendre parti, profiter de sa capacité pour vraiment juguler toute velléité de dépendance de la part du peuple palestinien. Et c'est, comme vous le dites, inacceptable, mais c'était prévisible que ces choses-là allaient arriver dans le monde, non? Aussi déplorable que cela l'est, eh bien, effectivement, ce n'est rien d'autre que le contre-choc de ce qui se passe pour les Palestiniens, c'est-à-dire le nettoyage ethnique et le génocide qu'ils subissent. Vous savez, les équipes israéliennes jouent en Europe depuis des décennies et des décennies et des décennies. Nous n'avons jamais vu un tel événement. Il est lié directement à ce qui se produit actuellement. Et si la responsabilité pénale incombe à ceux qui ont perpétré ces actes de violence, la responsabilité morale incombe également à ceux qui tuent de manière indiscriminée les Palestiniens, les Libanais et autres dans la région. Et à ceux qui arment, ceux qui tuent, parce que bon, il n'y a pas que ça. Oui, absolument. Cela dit, c'est tellement vrai que l'heure est à la réflexion, puisque bon, il y a d'autres compétitions, que ce soit au basketball, que ce soit dans un autre sport. Le basketball, c'est en Italie, et il y a un match de soccer aussi en France, et on envisage tout simplement de délocaliser ou alors de ne pas participer. Est-ce que les Israéliens peuvent s'enfermer dans leur cocon chez eux et qu'ils soient devenus persona non grata ailleurs? Non, ça ne fonctionne pas, là. Non, du tout, du tout. Et vous savez, ça ajoute à l'isolement diplomatique d'Israël qui, à l'exception des États occidentaux et notamment le plus puissant de ces États-là, eh bien, il y a beaucoup d'hésitation à ce que les gens aient des relations, ou les États aient des relations normales avec Israël, tout simplement parce que ce qui se produit contrevient à toutes les valeurs, à toutes les lois du droit international sur lesquelles est censé reposer le système actuel. Israël n'est pas le seul coupable de ce genre d'action, bien entendu. Vous savez, il y a eu un nettoyage ethnique au Nagorno-Karabakh dont ont été victimes les Arméniens. Vous avez aussi le génocide des Rohingyas en Birmanie. Vous avez l'internement génocidaire des Ouïghours en Chine. Vous avez l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est vrai. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que la logique génocidaire a été poussée à l'extrême par Israël, et c'est la raison pour laquelle il y a une fixation sur ce cas en particulier. Si vous permettez, donnez-moi juste 2 minutes, si je peux me permettre, Oui. Les limites de la puissance et de la force. Vous savez, au 19e siècle, il y avait un monsieur qui a en fait unifié l'Allemagne, qui s'appelait
que vous connaissez certainement, Bismarck, qui était en fait le chancelier allemand, qui n'était pas nécessairement un enfant de cœur et qui a engagé l'Allemagne dans des guerres, notamment les guerres d'unification, mais qui était très très réticent à l'égard de la guerre, et lui-même avait dit qu'il faut toujours s'assurer qu'il y ait des limites à l'utilisation de la force. Et encore une fois, ce n'est pas un pacifiste là, qui parle, c'est quelqu'un qui a dit, à qui on a posé la question, pourquoi vous n'êtes pas si enthousiaste par rapport à la guerre et à l'utilisation de la puissance allemande. Il a dit, toute personne qui a vu les yeux d'un soldat en train de mourir va hésiter avant de déclencher une guerre. Donc, toute personne qui sait à quoi ressemble la misère qui est causée par les guerres va hésiter à le faire. Ce n'est pas le cas actuellement de Netanyahou. Ce n'est pas son calcul. J'ajouterai un autre exemple pour que les auditeurs puissent mettre les choses en perspective historique. Il y a 25 siècles s'est déroulée une guerre dévastatrice. Dans la Grèce antique, elle a duré 30 ans, on l'appelle la guerre du Péloponnèse, et dans cette guerre-là, il y avait une grande puissance qui était Athènes, et qui voulait imposer une petite cité-État qui s'appelle Mélos, sa force, et puis l'obliger à s'allier à elle. Comme Mélos a refusé, eh bien Athènes a attaqué la ville, a exterminé tous les hommes adultes et a réduit en esclavage les femmes et les enfants. C'était une victoire tactique, mais Athènes a perdu la guerre. Elle a perdu la guerre notamment parce que les autres cités-États petits qui étaient neutres comme Mélos ont décidé de rejoindre Sparte, qui était en fait l'ennemi d'Athènes. Donc vous comprenez, l'histoire se refait et les leçons de l'histoire sont là pour nous pour comprendre que même le plus puissant ne peut pas imposer sa volonté, notamment aujourd'hui au XXIe siècle. Professeur, dernière question, c'est un cours extrêmement intéressant et puis il me manquait des bouts là-dedans, là. C'est loin de moi et j'ai apprécié effectivement faire ce rapprochement-là, je pense que c'était fondamental, mais il reste que Benjamin Netanyahou ne va pas dans cette direction, pas du tout. Il a limogé Yoav Gallant, qui c'était son ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? La défense. De la défense, et pas parce qu'il avait quelques peut-être velléités de lui prendre le pouvoir, mais il y avait quelques différences. Et en plus de surcroît, il arrive, après cette élection, son allié indéfectible, plus que Joe Biden, c'est un nouveau président qui s'appelle le président israélien, n'est-ce pas, et qui va faire le tout pour satisfaire Benjamin Netanyahou. Donc cette guerre n'est pas terminée, si je comprends bien moi-même. Probablement pas. Alors, il faut bien d'abord souligner que sur le plan des convictions, Biden est beaucoup plus inconditionnellement un supporter d'Israël que Donald Trump. Sur le plan des convictions, les convictions profondes chez Biden, toute sa carrière l'a montré, et puis pendant cette guerre-là, on l'a vu pour ceux qui avaient des doutes, qu'effectivement, peu importe ce qui arrive aux Palestiniens, ça ne remue absolument aucune fibre chez le président Biden. Même si le Parti démocrate doit perdre cette élection, ce qui est arrivé. Exactement, exactement. Il y a bien entendu ce facteur a certainement joué, même si les démocrates vont continuer à le nier, ils vont blâmer certainement quelqu'un d'autre, comme ils le font toujours, et ils ne comprennent pas que ça fait partie des raisons qui ont transformé ce parti-là en machine à perdre. Mais en fait, sur le plan des convictions, vous savez, Trump, ce n'est pas quelqu'un qui connaît les détails des dossiers, et certainement pas la complexité du dossier du Moyen-Orient ou celui du conflit israélo-palestinien. Mais on sait aussi que ce monsieur qui coche toutes les cases des défauts qu'un politicien peut avoir et ses adversaires ne manquent jamais de le rappeler, eh bien, il y a un défaut qu'il n'a pas. Ce défaut, c'est que Trump n'est pas un va-t-en-guerre. On ne sait pas pourquoi, mais il est comme ça. Il est comme ça, il n'aime pas déclencher de nouvelles guerres. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas, mais ce n'est pas son instinct premier. Mais sur le dossier israélo-palestinien, il est entouré de gens
qui sont connus pour être proches des thèses les plus extrémistes, les thèses pro-israéliennes les plus extrémistes. C'est-à-dire ce sont des voix qui ignorent même les voix israéliennes qui disent qu'il faut mettre un terme au massacre actuel. Et donc, ce qui va se produire, c'est qu'il sera ballotté entre, d'un côté, son instinct à ne pas faire perpétuer les guerres, et de l'autre, les gens qui l'entourent et qui peuvent lui présenter la chose comme étant non-guerre ou non-conflit, d'accord, mais qui, au fond, l'est. Je n'en voudrais pour preuve que ce qui s'est passé pendant son premier mandat, lorsqu'on lui a proposé, il l'a accepté, il a travaillé dessus, les fameux accords d'Abraham, c'est-à-dire la normalisation des relations entre Israël et un certain nombre de monarchies dont la puissance est très très limitée. Eh bien, on lui a proposé ça comme étant un plan de paix qui va lui valoir le prix Nobel de la paix. Et il a poussé là-dessus, et cette normalisation s'est produite, mais elle s'est produite au détriment des Palestiniens. Ce qui fait que ça a participé à causer les événements du 7 octobre 2023. Ce n'était pas son intention, mais c'est ça la réalité. D'un autre côté, on a voulu le pousser, et on va vouloir le pousser cette fois-ci aussi, à aller en guerre contre l'Iran. Tout ce qu'il a accepté de faire, c'est l'assassinat du fameux général Soleimani, le général iranien. Ce qui signifie, pour finir, que Netanyahou va exercer un maximum de pression sur Trump à travers ses relais à Washington pour que, d'une, il continue la guerre contre les Palestiniens et de l'autre, tire les États-Unis vers une confrontation avec l'Iran. C'est à peu près la stratégie de Netanyahou. Voilà. Professeur Miloud Chenoufi, professeur de sciences politiques, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et également professeur des relations internationales, des études supérieures au Collège des forces canadiennes. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, professeur. Toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir.